Bienvenue au Musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, je vous propose un parcours autour de l'autoportrait. Nous sommes d'ailleurs devant un autoportrait de Largillière qui date du XVIIe siècle. L'autoportrait, c'est un sujet qui apparaît principalement à partir de la Renaissance, au moins dans l'aspect que l'on considère aujourd'hui comme celui d'un portrait ou d'un autoportrait, c'est-à-dire la représentation physique exacte d'une personne et non une évocation quelque peu abstraite d'un artiste. Ce type d'autoportrait a existé antérieurement, en particulier au Moyen-Âge. L'autoportrait existe, mais sous la forme d'autoportraits type, qui ne sont pas du tout représentatifs du physique de la personne, mais qui mettent en scène une action de peintre ou de sculpteur. L'autoportrait, sa caractéristique, c'est d'apparaître dans des sociétés qui sont individualistes, d'où l'émergence à partir du XVe siècle des autoportraits dans la culture occidentale. Néanmoins, on sait qu'il a existé des autoportraits dans l'Antiquité, en particulier dans l'Antiquité grecque, avec notamment une représentation de Phidias qui s'insère dans une de ses sculptures. Mais ce n'est pas vraiment représentatif et nous n'en avons pas d'exemple. Donc nous allons maintenant nous attacher à travers ce parcours à décrypter les différentes formes d'autoportrait. Donc ce premier autoportrait que j'ai sélectionné représente donc Largillière, un des grands portraitistes de la fin du règne de Louis XIV, et qui, comme la plupart de ses contemporains, n'a pas échappé à ce sujet de l'autoportrait, qui a pour avantage d'avoir un modèle toujours disponible. Par ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui vont s'interroger au fil du temps sur leur personne, sur l'évolution de leurs traits ou sur l'évolution de leur personnalité. Cet autoportrait de Largillière, qui a un cadrage assez resserré, qui crée donc un effet d'intimité, reprend d'autres autoportraits assez semblables, mais avec un cadrage plus large, où on le voit beaucoup plus mis en scène. Nous verrons tout à l'heure, peut-être dans d'autres autoportraits, des mises en scène justement avec un décor qui permet de situer l'artiste, donc un chevalet, une palette, etc. Ce n'est pas le cas de celui-ci qui s'attache tout de même à la personne. Alors les traits sont décrits d'une façon précise avec un travail de lumière sur le visage qui met en valeur le visage. Celui-ci est par ailleurs mis en valeur par cette perruque qui crée une forme autour du visage et qui permet aussi de le situer dans le temps, avec justement cette perruque de l'époque de la fin du XVIIe siècle. Par ailleurs, on peut remarquer dans les vêtements le manteau jeté sur l'épaule qui crée la profondeur en quelque sorte de l'œuvre, puisqu'on a l'impression qu'il avance presque dans notre espace, et donc face à un portrait dans lequel il y a un fond neutre et donc très peu d'espace représenté, cela permet de créer la distance et le volume autour du personnage. Et l'autre élément intéressant de cet autoportrait, c'est la chemise ouverte, le col ouvert, qui est une des caractéristiques que l'on trouve souvent dans les portraits ou les autoportraits d'artistes. Donc cet autoportrait, on peut dire que c'est à la fois un autoportrait relativement intimiste, mais qui n'est pas révélateur de la psychologie du modèle. Je vais vous présenter les deux autoportraits qui sont présentés dans cette salle des pastels du musée d'Orléans. Il s'agit de deux autoportraits réalisés au XVIIIe siècle. Nous avons le célèbre autoportrait de Jean-Baptiste Siméon Chardin, qui est daté de 1773, qui est un chef-d'œuvre du musée et une réplique d'un autoportrait identique réalisé 2 ans plus tôt
en 1771 et qui se trouve au musée du Louvre. Alors Chardin, c'est un artiste qui, toute sa vie, a peint des natures mortes et des scènes de genre, et qui, à la fin de sa vie, va se consacrer, pour des problèmes de santé, au portrait et à l'utilisation du pastel. Alors c'est quelqu'un qui va faire un usage absolument magistral justement du pastel pour quelqu'un qui entame finalement dans les années 1770 cette approche du pastel. Il va réussir à travailler finalement les chairs par exemple, les carnations du visage, avec une restitution quasi tactile, avec des effets de barbe mal rasée, qui rappellent sa manière de traiter les natures mortes, les objets, les matières. Et cette habitude qu'il a eue antérieurement pour travailler la peinture à l'huile va lui servir finalement pour donner vraiment une présence physique très importante. Alors ce qui caractérise cet autoportrait de Chardin, c'est d'abord le naturel de la pose. Il n'y a pas de décor, l'homme semble seul au monde. Ce qui frappe, c'est ce regard qui est comme dédoublé par les vésicles. D'ailleurs, le titre exact de l'œuvre, c'est l'autoportrait au vésicle. Et ce regard qui est très présent, très virulent. Alors, dans les autoportraits, d'une manière générale, le regard est quelque chose de très important, puisque l'artiste, quand il se représente à cette époque, fait le va-et-vient entre le miroir dans lequel il se regarde et le support sur lequel il est en train d'intervenir. Donc, il scrute son visage, il scrute ses traits, et donc ça donne toujours une importance très importante au regard. C'est d'ailleurs un élément qui permet parfois d'identifier les autoportraits. Alors, ici, il s'est représenté vieux, avec un air un peu sévère, et dans son costume de tous les jours, celui qu'il devait porter très certainement dans les ateliers du Louvre, qui était à l'époque dévolu à des ateliers d'artistes, avec cette drôle de coiffure, espèce de foulard noué d'un ruban bleu, dont l'effet est finalement de mettre en valeur le visage. On a vraiment ce visage qui est finalement entouré par le madras qui entoure son cou, par cette coiffe assez improbable, et du coup c'est vraiment le visage auquel on va s'attacher. Et il a, par cette manière de se scruter et de scruter le monde et d'interroger le spectateur en quelque sorte, il a réalisé un véritable portrait psychologique de lui-même, s'interrogeant sans doute sur sa carrière, sur son devenir, sur sa vieillesse. Ce que l'on peut dire pour peut-être apporter quelques éléments, c'est que cet autoportrait est réalisé à un moment où Chardin, qui a eu des fonctions très importantes à l'Académie et qui s'occupait notamment de l'accrochage du salon de peinture qui avait lieu dans le salon carré du Louvre, selon une périodicité de 1, 2, 3 ans, qui a pu varier dans le temps. Cette fonction officielle qui était très importante, où il choisissait l'accrochage des œuvres de ses collègues, lui est retirée justement dans ces années 1770. Alors, il y a une espèce de conflit en fait à ce moment-là entre Chardin, qui appartient pleinement à l'esthétique du XVIIIe siècle et qui est un peintre de petit genre, puisqu'il représente des natures mortes et des scènes de genre essentiellement, et puis une nouvelle génération qui est en train de monter et qui s'attache à un retour à l'histoire. C'est ce qui va donner naissance au néoclassicisme. Et donc ce regard virulent s'adresse peut-être aussi à tous ces artistes qui vont pouvoir
admirer cet autoportrait au salon, puisqu'il le présente, et qui est une sorte de défi presque à ces jeunes contemporains qui finalement s'attachent plus au sujet qu'aux qualités picturales d'un artiste. Et c'est peut-être à travers ses portraits et ses autoportraits une manière de montrer que lui aussi maîtrise parfaitement sa technique, y compris cette technique du pastel relativement difficile pour quelqu'un qui l'a pratiqué de prime abord. Et il démontre en quelque sorte sa capacité à être lui-même, et il revendique finalement cette capacité à la simplicité qui se traduit dans ce costume très, très humble. Alors, par opposition à cet autoportrait très psychologique, nous avons juste à côté un autoportrait de Charles-Antoine Coipel, un autoportrait dans lequel il se représente dans une mise en scène. D'abord, le costume, à la différence de Chardin, est très riche. Col de fourrure, manteau de velours, on aperçoit la dentelle du jabot de la chemise que l'on retrouve sur la main, cette toque qui donne un côté un petit peu naturel, qui est utilisé par beaucoup d'artistes, justement, qui est peut-être l'élément qui permet justement de le différencier d'un bourgeois ou d'un noble. Et cette mise en scène par le costume, complètement inadapté au métier de peintre, est une des caractéristiques de ces autoportraits qui, finalement, positionnent socialement l'artiste et ne s'interrogent pas particulièrement sur la personnalité de l'homme. L'autre élément que l'on a dans cet autoportrait, c'est le portefeuille avec des feuilles de dessin qui dépassent, qui permettent justement d'identifier l'homme comme un peintre, mais en même temps, la position même du portefeuille crée une sorte de distance par rapport au spectateur, comme s'il ne voulait pas totalement se livrer. Donc il tient son portefeuille de dessin, il s'affirme comme artiste, mais il s'affirme surtout dans son rôle social d'artiste et dans son rôle d'un artiste qui est arrivé. Et ce positionnement social, finalement, se traduit par le costume de Coipel. Je vais vous présenter cet autoportrait de Marie-Victoire Lemoine, une des rares femmes peintres du XVIIIe siècle qui a poursuivi sa carrière tout au long de sa vie. C'est quelque chose d'assez exceptionnel puisque les artistes femmes sont d'une part très très rares, d'autre part, très souvent, à partir du moment où elles se marient, elles arrêtent leur carrière. Marie-Victoire Lemoine restera célibataire et ça va lui permettre de poursuivre sa carrière. Alors cet autoportrait est un petit peu particulier puisqu'elle se met en scène dans un cadre presque de portrait d'apparat, avec une colonne, un grand rideau qui permet de créer un fond et de mettre en valeur le personnage. Donc on a un petit peu l'impression d'être dans un palais, ce qui ne correspond bien sûr pas à la réalité d'un atelier de peintre. D'autre part, c'est ce qu'on appelle un autoportrait professionnel, puisqu'elle se représente avec sa palette, ses pinceaux, son appui et une toile posée sur un chevalet. Toile sur laquelle on aperçoit déjà l'ébauche d'un dessin. Donc, elle se représente un petit peu comme une allégorie de la peinture, une femme qui représenterait finalement cette idée abstraite de la peinture. Mais en même temps, on sait qu'il s'agit réellement d'une artiste peintre.
Ce qui est assez particulier dans cet autoportrait, c'est le traitement de la robe, de la palette, des pinceaux, qui sont très, très détaillés, très précis, avec des jeux de lumière qui viennent mettre en valeur ce costume somptueux qui n'a rien à voir bien sûr avec son activité. Et puis le traitement du visage qui est quelque peu flou, comme en retrait, comme s'il y avait eu une sorte de collage. Alors ça s'explique d'une part très certainement par le fait qu'un artiste qui fait un portrait ou un autoportrait généralement fait poser la personne uniquement pour le visage. Donc le visage, effectivement, c'est son visage qu'elle regarde dans un miroir. Par contre, pour le traitement du corps du personnage, généralement l'artiste le fait en utilisant un modèle professionnel ou en inventant carrément le traitement du corps. Donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ce visage qui semble comme à distance. Peut-être que cela reflète la situation des femmes peintres qui ne sont pas totalement reconnues dans leur art, qui sont toujours un petit peu à distance des autres artistes et de la reconnaissance publique. Peut-être a-t-elle choisi cette mise en scène avec un côté quelque peu rêveur, puisque ce qui est particulier dans cet autoportrait, c'est que le regard en fait fuit sur le côté. Elle n'a pas le regard fixe que l'on a très souvent dans les autoportraits, regard qui traduit la présence du miroir, comme si justement elle se mettait un petit peu hors du temps et qu'elle revendiquait à travers cette forme allégorique un nouveau statut pour les femmes peintres. Voici un autoportrait de Martin Drolling, qui est un artiste d'origine alsacienne qui œuvre à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. C'est un artiste qui va surtout se spécialiser dans les scènes de genre et qui, comme beaucoup d'artistes, ne va pas échapper à l'autoportrait. C'est un autoportrait assez singulier par le traitement sans concession de son visage. On remarque qu'il n'a pas un physique très attrayant et que manifestement il s'est représenté tel qu'il était. C'est assez révélateur en fait de la période qui ouvre sur le XIXe siècle, où dans le domaine du portrait, on va chercher la représentation la plus proche de la réalité possible. Les gens ont envie de se reconnaître dans leur portrait, et donc on va éliminer un certain nombre de fioritures. Par ailleurs, dans cet autoportrait de Martin Drolling, le fond est traité d'une manière assez insolite, puisque les autoportraits sur fond de paysage sont quand même relativement rares. Donc on a d'une part un paysage avec un ciel très gris qui permet justement de créer un contraste et de valoriser le visage, et puis ce pilastre qui accentue la verticalité en fait de l'œuvre, pilastre qui renvoie à l'architecture, à l'Antiquité et à la période historique dans laquelle est créé cet autoportrait qui est le néoclassicisme, où va s'opérer un retour sur les sujets antiques, sur les décors antiques. Donc c'est peut-être aussi un petit clin d'œil à ses contemporains et au contexte que ce choix de se représenter face à un paysage et à côté d'une colonne. Ce qui surprend aussi, c'est le côté nonchalant du personnage. On a l'impression qu'il est en train de marcher, qu'on l'a presque surpris. Il semble se déplacer et la tête est retournée au-dessus de l'épaule, ce qui donne un aspect assez naturel à cet autoportrait, où certes on retrouve
l'importance du regard qui est toujours très présent dans les autoportraits, mais cette présence du regard, cette analyse des traits, de son physique, finalement apparaît d'une façon assez naturelle par ce choix d'un homme qui finalement se déplace. Et si nous ne savions pas par des documents qu'il s'agit d'un autoportrait, on aurait pu penser qu'il s'agissait finalement d'un portrait. Donc la limite entre portrait et autoportrait est parfois floue. Et ce sont souvent des documents écrits, des signatures qui nous permettent justement de savoir de quel type de portrait il s'agit. Je vous présente aujourd'hui cet autoportrait de Lucien Fleury, dont le titre est « Dans les bras de ma mère ». Il s'agit effectivement d'un autoportrait de cet artiste qui s'est représenté dans les bras de sa mère. Pour réaliser cet autoportrait et un certain nombre d'autres qui font partie de la même série, il est parti de photos de famille qu'il a interrogées, et en se penchant justement sur toutes ces photos anciennes où il se voyait enfant, adolescent, il a remarqué que finalement dans sa famille il était toujours en compagnie des femmes, de sa mère, de ses tantes, et que son père était quasiment absent de ces photos, ou alors en arrière-plan. Et donc, il commence à s'interroger sur justement cette relation familiale, et il va peindre 3 œuvres le représentant adulte avec un corps de bébé dans les bras de sa mère. On est face à une œuvre qui finalement met en scène l'interrogation de l'artiste, mais interroge aussi le spectateur, parce que cette représentation est assez dérangeante pour celui qui la regarde, d'une part parce que ce corps d'enfant qui porte une tête d'adulte est complètement anormal, d'autre part parce que l'on sent immédiatement la présence, plutôt l'omniprésence de cette mère que l'artiste traduit avec cette main hypertrophiée qui serre son fils contre elle, qui vraiment semble le posséder totalement, et cette espèce de malaise qui se traduit dans les traits du visage de Lucien Fleury, qui semble particulièrement mal à l'aise et qui semble souffrir de cette situation. Alors que la mère semble avoir un petit sourire et un petit regard en coin qui montre sa satisfaction justement de mère possessive. Donc c'est une œuvre très personnelle, très introspective, qui finalement renvoie les spectateurs à d'autres expériences, à peut-être leurs propres expériences. Donc au-delà de l'introspection de l'artiste, c'est une œuvre qui peut conduire à l'introspection du spectateur. La particularité de cette œuvre, c'est aussi sa technique, puisqu'il s'agit d'une œuvre qui s'apparente au dessin et à la peinture. Il s'agit d'une œuvre qui est réalisée essentiellement avec du fusain. Tout le tracé, en fait, est traité au fusain, et avec des rehaus de pastel que l'on voit un petit peu partout. Donc on est sur une œuvre qui semble un dessin sur toile, donc quelque chose d'assez atypique. Il y a néanmoins de la peinture. La peinture, elle est passée autour du dessin. Donc finalement, quand on s'approche, on peut voir que la peinture vient recouvrir les contours des formes, parfois passe légèrement sur les traits dessinés, en particulier les traits que l'on devine de pastel à cet endroit,
Et cette peinture qui entoure le dessin crée une atmosphère particulière puisqu'elle isole complètement les deux protagonistes du reste du monde. Finalement, ils flottent dans un espace complètement indéterminé et ce choix de représentation met l'accent sur les deux personnages puisqu'il n'y a absolument rien d'autre pour distraire le regard et contribue par conséquent à renforcer en fait cette prégnance de l'œuvre pour le spectateur. Je vais vous présenter une œuvre de Jean-Michel Alberola intitulée La Sentinelle de Suzanne. Ce titre quelque peu énigmatique s'explique par ce qui est représenté dans la partie basse de ce diptyque. La Sentinelle de Suzanne renvoie en fait à une histoire biblique, celle de Suzanne surprise au bain par des vieillards qui lui font des propositions pas très judicieuses, mais propositions qu'elle va bien sûr refuser. Ce sujet de Suzanne et les vieillards a été traité à toutes les époques depuis la Renaissance par de très nombreux peintres et Alberola est un artiste qui s'empare très souvent d'œuvres traitées par des artistes du passé pour s'inscrire dans une continuité de l'histoire de l'art. Et ce que l'on peut voir dans la partie droite du diptyque, c'est justement l'évocation d'une scène de Véronèse avec les représentations des vieillards qui renvoient à ce mythe de Suzanne. Alors, Alberola s'empare de ce sujet pour parler du regard, puisque c'est un de ses sujets préférés, que d'interroger le regard et le rôle du peintre dans ce qu'il apporte au spectateur, puisque le peintre, par définition, offre des éléments au regard du spectateur et qu'il peut choisir de montrer ou de ne pas montrer certaines choses. Dans cette partie basse, on s'aperçoit qu'il y a tout un pan de voile noir, un grand drap noir, qui cache la nudité de Suzanne, comme si ce peintre choisissait de cacher justement cette nudité, de protéger Suzanne. Donc il évoque l'histoire, mais en même temps il se fait le protecteur de cette femme et des avances indécentes des vieillards. Alors d'où vient ce drap? Eh bien ce drap, il vient du haut du diptyque. Dans la partie supérieure, nous découvrons un personnage qui tend ce drap pour le proposer à Suzanne afin qu'elle couvre sa nudité. Ce personnage, on pourrait se demander qui il est. Alors là, il faut regarder ce qui sert de fond à ce rideau noir pour découvrir qu'en fait il s'agit de l'arrière d'un tableau. On voit le châssis, le bord blanc de la toile, le montant du châssis. On retrouve là comme un cadre dans la partie basse, comme si la partie basse était le recto du tableau et la partie haute le verso du tableau, c'est-à-dire la partie que voit le spectateur s'il est dans l'atelier du peintre, et on imagine le peintre de l'autre côté justement de cette toile. Et c'est la position de ce personnage qui est en haut. Donc on peut penser qu'il s'agit d'une sorte d'autoportrait. Mais un autoportrait qui n'a pas pour finalité d'analyser le physique, d'analyser la psychologie de l'artiste, mais plutôt d'analyser le travail de l'artiste, la démarche de l'artiste. Et donc, il se représente comme celui
qui, par ses œuvres, va donner à voir ou ne pas donner à voir et faire des choix sur différents sujets.